Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce comité plénier sur le schéma d'aménagement et de développement revisé. Donc, en guise d'introduction, je vais céder la parole à Mme Julie Lemieux. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à tous d'être là cet après-midi pour cette présentation. Comme présidente de la commission consultative sur la révision du schéma d'aménagement, je peux vous dire qu'on a travaillé très fort la dernière année, particulièrement pour bonifier ce premier projet. Vous savez qu'il y avait eu une consultation sur la vision d'aménagement et développement de l'agglomération de Québec 2040 en octobre 2015. Ensuite, il y a eu aussi le premier projet qui a été soumis à la consultation publique. Ce n'était pas une obligation de la loi. On l'avait fait parce qu'on voulait prendre le pouls des citoyens en amont. Puis ça a été très bénéfique parce que ça nous a permis justement d'améliorer ce projet et de vous arriver aujourd'hui avec une deuxième mouture qui tient en considération ce que le gouvernement nous a dit par rapport au premier projet, mais aussi ce que les citoyens nous ont dit et les partenaires aussi de la Ville. Donc, il y a une 60aine de modifications qui ont été faites sur le document qu'on vous présente aujourd'hui. Puis une bonne équipe aussi solide là, qui a travaillé aussi très fort sur le sujet. On va vous présenter aussi une étude qu'on a trouvée très inspirante et on va vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Mais c'est une étude, je pense, qui peut nous faire réfléchir sur l'avenir du développement aussi de l'agglomération de Québec. Et puis voilà, donc je passe la parole à Mme Marie-France Loiseau, qui est la directrice du département, directrice service de la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire. Merci, Mme Lemieux. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir cet après-midi pour ce moment important-là, qui est la présentation du deuxième projet de schéma d'aménagement et de développement pour l'agglomération de Québec. Alors, je suis accompagnée cet après-midi par M. François Trudel, directeur de la planification au service, qui a chapeauté l'équipe de travail qui, comme l'a souligné Mme Lemieux, a travaillé très fort dans les derniers mois et avec, je vous dirais, beaucoup d'acharnement à vous livrer un produit de qualité qui respecte les plus hauts standards de l'art comme tel. Et donc, on va également aussi vous céder la parole cet après-midi à 3 chercheurs de l'Université Laval, du CRAD. Donc, M. Marius Thériault, M. François Desrosiers, Mme Marie-Hélène Van der Missen vont se joindre à nous pour une vingtaine de minutes pour présenter les principaux faits saillants de leur recherche sur les scénarios de développement résidentiel dans la région de Québec. Donc, merci beaucoup de nous accueillir et on va donc procéder dès maintenant à une petite mise en contexte là, des grandes orientations. Donc, introduction. Merci François. Encore un coup. Donc, on se rappellera que l'agglomération de Québec fait partie évidemment de la communauté métropolitaine, qu'en ce sens-là, en 2012, le plan métropolitain d'aménagement et de développement a été adopté par la communauté métropolitaine et on nous demande donc de revoir notre planification à la lumière des orientations à la fois de la communauté métropolitaine, mais également des orientations gouvernementales. Il faut se rappeler que le territoire que constitue l'agglomération de Québec, qui est celui de l'ex-communauté urbaine de Québec, n'a pas révisé sa planification depuis 1985 là, sous le format d'un schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des composantes de l'agglomération ont travaillé avec dans les 2 dernières années là, pour mettre en place les documents que vous avez cet après-midi qu'on vous présente. Donc, les villes de l'ancienne-Lorette, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Québec ont travaillé au sein de la commission consultative sur le schéma d'aménagement pour se dégager un document de planification qui est le schéma actuel qui présente un horizon de planification de 2016 à 2036. Tous les éléments dont je vous ai parlé en ce moment, vous les retrouvez à la page 11 et 12 du document plus complet que vous avez comme tel. Donc, cet après-midi, on vous présente le deuxième projet qui est issu, dans le fond, des demandes du gouvernement du Québec. Donc, les modifications qui supportent les éléments qu'on a modifiés dans le document sont issus à la fois des demandes du gouvernement du Québec, donc l'avis gouvernemental qu'on a reçu au mois d'août dernier. Et vous avez également tous les commentaires qui nous ont été faits lors des séances de consultation avec les citoyens et les groupes. Cette période-là de consultation, on se le rappellera, n'était pas obligatoire au sens de la loi. On a tenu à le faire pour avoir un plus large spectre possible de commentaires. Et finalement, les élus des 3 municipalités au sein de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement nous ont fait également des commentaires qui nous ont permis d'ajouter les éléments du document. On se rappelle que le premier projet, autant que le deuxième projet, repose sur 6 orientations qui sont
importantes dans le cadre du travail qu'on a à faire et qui nous a inspirés tout au long de la démarche. Donc, Québec, capitale attractive, comment accueillir la croissance résidentielle et en assurer des milieux de vie qualité. Québec, capitale dynamique, donc favoriser la compétitivité. Capitale performante, donc tout ce qui est en lien avec la planification et l'arrimage des transports et de la mobilité durable. Capitale durable, comment préserver notre patrimoine et nos milieux d'intérêt. Capitale résiliente, protéger les personnes et les biens. Et assurer par capitale efficiente d'avoir des outils efficaces et transparents en matière d'aménagement du territoire. Et toutes ces composantes-là ou ces orientations-là sont, dans le fond, des éléments qui touchent aux 3 piliers du développement durable. Ça nous semble important cet après-midi de remettre en perspective que ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, ce sont des modifications à un document qui est costaud, on est très conscient, là. Par contre, ça s'inscrit vraiment dans une perspective de développement durable comme tel. Je vais maintenant céder la parole à M. Trudel qui va vous présenter les principales modifications qu'on a apportées au document selon chacune de ces orientations-là. Merci, Mme Loiseau. Donc, très rapidement, puis on comprend que c'est des documents volumineux, mais on est au début, puis la journée d'aujourd'hui marque le lancement du début d'une autre phase de consultation publique, donc d'une deuxième phase de consultation publique. Donc, s'en suivra au mois de mai 2 séances d'information et par la suite, au mois de juin, 2 séances de consultation publique. Donc, ce qui est proposé cet après-midi, c'est un peu une visite guidée relativement rapidement des principales modifications apportées. Et lors des séances d'information, bien sûr, ça va nous faire plaisir d'aller plus dans le détail puis de se rendre disponible aux questions de la population et des citoyens. Donc, je vais y aller quand même rondement sur les principales modifications. Dans Capitale attractive, donc, ce qu'on retrouve à la page 32 jusqu'à 37 du second projet de schéma. Donc, ce sont des perspectives démographiques qui sont différentes du premier projet. Donc, suite notamment à la fois aux consultations publiques, mais à la fois aux orientations gouvernementales, il a été choisi de retenir le scénario de référence de l'ISQ, donc ce qui vient modifier l'horizon de planification. La demande du gouvernement était notamment basée là, sur une uniformité sur l'ensemble des MRC. Également, on avait eu beaucoup de questions et pour vraiment mettre l'ensemble de l'information sur la table pour que les citoyens puissent participer au débat et aux consultations publiques. Nous avons produit un cahier technique sur la démographie et le potentiel de logement. Donc, c'est le cahier que vous retrouvez ici, d'une 40aine de pages qui expose différents scénarios démographiques, qui expose aussi la méthodologie utilisée pour déterminer les potentiels de logement. Donc, c'est une modification importante. Donc, nous sommes actuellement là sur une base d'accroissement des ménages de 28 200 ménages. On se rappelle qu'on parle bien sûr en nombre de ménages à l'intérieur d'un schéma d'aménagement parce que ce qui nous intéresse, oui, c'est la population générale, mais c'est de prévoir le nombre de logements pour la population à venir. Donc, je vais passer là-dessus. On a encore fait l'analyse et ça, par rapport à d'autres schémas, d'autres agglomérations et MRC, on est allé vraiment loin dans décortiquer l'expression de cette demande résidentielle par grand type de logement. Donc, d'une part, maison et duplex qui regroupe l'ensemble des produits unifamiliaux, que ce soit une maison isolée type bungalow ou cottage, jumelée, maison attachée, maison en rangée, ainsi que duplex d'une part, et d'autre part, les appartements et condos, nonobstant la tenure, donc que ce soit un appartement locatif ou un condo. Donc, on est dans une proportion sur les 28 200 de 10 150 maisons et duplex que l'agglomération devra mettre à disponibilité et de 18 050 appartements et condos. On constate que par rapport aux autres projections disponibles, on constate qu'on est à l'intérieur d'un ratio là, qui est inférieur au ratio de 2. Donc, on offre toujours moins de 2 terrains pour un ménage prévu. On peut également regarder ces informations-là à l'intérieur du cahier technique et à la page 32 du schéma.
Je vais regarder également là, sur la partie dans Capital attractive, à la page 37, suite aux consultations publiques. De nombreux citoyens ont posé des questions et ont également proposé des critères de conception des nouveaux quartiers résidentiels. Et là, ça me permet de repositionner le schéma par rapport au plan d'urbanisme. Donc, un schéma est un document directeur qui donne les grandes lignes d'aménagement du territoire que les municipalités locales, donc la Ville de Québec, Saint-Augustin et l'Ancienne-Lorette, devront réinterpréter ou retranscrire dans leur plan d'urbanisme. Donc, à l'intérieur du schéma, certains critères sont proposés et soumis là, à cette consultation publique-là, notamment d'offrir une diversité de typologies résidentielles, de soucier de l'abordabilité, de la sécurité urbaine, des déplacements, de la mobilité durable à caractère utilitaire, une meilleure desserte en transport en commun. Bref, un ensemble de critères là, que les villes devront intégrer dans leur planification à elles. Donc, ça, c'est également là, une nouveauté et suite aux consultations publiques. Dans le chapitre suivant, Québec capitale dynamique, la principale modification quant à l'offre et la demande industrielle, on a gardé les mêmes prévisions qui étaient relativement récentes là-dessus. Et la principale différence, et on retrouve l'information détaillée à la page 46 du schéma, la principale différence, c'est l'ajout de terrains disponibles pour des parcs et zones industrielles, principalement le parc industriel Chauveau, localisé à l'est de l'autoroute Henri IV au nord de Chauveau. Également, on a intégré le parc industriel situé au sud de l'aéroport, ainsi que d'autres espaces industriels à l'intérieur du secteur Chaudière et l'extension de parcs industriels existants, notamment Beauport. Donc, avec l'ajout et l'intégration de ces espaces industriels, on se souvient qu'au premier projet, on avait une pénurie là, au bout de 5 à 7 ans. Donc là, on vient se rajouter là, un horizon là, qui est quasiment égal à l'horizon de planification. Donc ça, c'est également là, une modification importante quant au premier projet. Troisième chapitre, capitale performante, où ce chapitre-là s'articule principalement autour de la mobilité durable et du transport des biens et des personnes. Donc, on retrouve bien sûr, et c'était une demande à la fois des citoyens et à la fois du gouvernement du Québec, de bonifier la description des déplacements, dégager des grandes tendances en termes de mobilité, principalement des personnes. Donc, pour répondre à ces attentes, l'équipe a produit un autre cahier technique qui dresse un portrait de la mobilité sur le territoire de l'agglomération à partir des données des enquêtes origine-destination de 1996 à 2011. Le gouvernement a annoncé qu'en 2017 se tiendra les prochaines enquêtes origine-destination. Donc, c'est quand même avec les données les plus récentes. Donc, à la fois dans le cahier technique et à la page 57, on retrouve les principaux considérations de ce chapitre. Également, en termes de mobilité durable et de déplacement, le gouvernement nous a demandé d'intégrer à l'intérieur du schéma et de nommer les principaux projets qu'il a identifiés. Donc, à l'intérieur du schéma, on retrouve là, et pour la liste complète, elle se situe à la page 214, les principaux travaux qu'entend mener le ministère du Transport, le gouvernement du Québec, notamment sur le réseau autoroutier et le réseau routier supérieur à l'intérieur là, de l'horizon de planification du schéma. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est assez claire à ce sujet. Ces infrastructures ou ces planifications-là du gouvernement sont à titre indicatif pour les municipalités afin de bien planifier leur territoire et n'ont aucun engagement financier de la part du gouvernement du Québec ni d'horizon de réalisation, mais ça nous donne quand même une bonne idée là, des intentions du gouvernement.
Donc, capitale performante toujours. Donc, ce chapitre traite du transport là, des marchandises et notamment là, du développement industriel-portuaire. Donc, suite aux consultations publiques, et on retrouve à la page 75, donc il y a eu modification un peu de l'approche, tout en ayant un appui senti et remarqué pour le développement et l'importance économique du port. Donc, ça permet également de recamper la portée et la position et les compétences d'une municipalité par rapport au gouvernement supérieur. Donc, il y a eu une remodulation tout en maintenant un appui et en soulignant l'apport économique important que le port a pour l'ensemble de la région. Donc, je l'ai déjà mentionné, c'est à la page 75. Donc, j'y vais rapidement parce qu'on dresse là, à grands traits l'ensemble du schéma. Déjà rendu à la partie 4 du chapitre 4, Capital durable, qui regroupe bien sûr à la fois les milieux naturels et à la fois les milieux bâtis d'intérêt. Donc, suite aux demandes notamment de Saint-Augustin, aux demandes de la population et du gouvernement du Québec, on a ajouté 4 territoires d'intérêt écologique, le lac Saint-Augustin, le lac des Roches et le lac Bégon, qui sont également des prises d'eau potable, ainsi que la réserve naturelle de la station agronomique de l'Université Laval. On peut retrouver, et les cartes ont été vraiment bonifiées par rapport au premier projet, donc on retrouve l'ensemble de l'information à la carte 21 à la page 104 ou si vous désirez et souhaitez consulter l'annexe, on la retrouve à la page 231. Donc, on retient qu'il y a eu une bonification là, du point de vue des milieux naturels là-dessus. Du point de vue des milieux bâtis, donc, suite aux commentaires du gouvernement, et on retrouve cette partie-là à la page 98 du second projet de schéma. On fait une mention spécifique et une obligation de la part des municipalités locales, mais dans ce cas-ci, ça va être de la Ville de Québec, de nommer et tenir compte, bien entendu, dans leur plan d'urbanisme, des plans de conservation du ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'était une demande du gouvernement. C'est déjà également là, un état de fait là, dans le PDAD actuel, mais également aussi de tenir compte, et le cadre reste à définir et à incorporer par la suite dans l'approche sur le patrimoine archéologique. Donc, 2 additions là, sur la préservation, notamment des milieux bâtis remarquables à l'intérieur de l'agglomération. Également, on retrouve à la page 109 et 110 une mention plus spécifique du statut de capitale nationale du Québec à la demande notamment du gouvernement du Québec. Soulignons aussi qu'à l'intérieur du schéma et dans l'exercice là, du schéma, le gouvernement du Québec, lorsque planifie l'implantation d'un équipement majeur tel que la localisation de bureaux administratifs du gouvernement et de ses mandataires, le gouvernement se donne l'obligation de consulter l'agglomération sur la conformité quant au schéma. Et il est prévu certaines dispositions, notamment là, de favoriser la localisation des fonctionnaires du gouvernement du Québec prioritairement à l'intérieur de la colline parlementaire. On identifie également à ce chapitre différentes parties d'intérêt esthétique. Donc, principalement, là, on traite des paysages et l'identification des portes d'entrée de la capitale telles que demandées par le gouvernement. Également, le schéma de façon conceptuelle reconnaît les paysages et les bordures fluviales. On donne l'exemple ici du plan directeur du littoral Est, mais le concept, là, plus largement, là, on pourrait dire d'un pont à l'autre, là, donc à la fois du pont de l'île d'Orléans jusqu'au pont de Québec et même par la suite. On y va rapidement là-dessus également. Capitale résiliente, donc tout ce qui a attrait à la santé, sécurité publique, à la capacité qu'a une agglomération, une société là, de faire face et de gérer et d'appréhender certains risques.
Donc, à l'intérieur de ça, on vient confirmer là, la bande de protection supplémentaire des cours d'eau et des lacs. Donc, c'est une disposition qui est plus généreuse que la politique provinciale. Donc, l'agglomération va au-delà de ça. Il y a déjà un règlement de contrôle intérimaire à cet effet qui est en vigueur depuis 2007, mais il est proposé et soumis à consultation de l'intégrer à l'intérieur du schéma. Également, l'intégration de nouvelles côtes de crue pour la rivière Saint-Charles et de zones à effet de glace qui sont déjà existantes, là, mais qui sont reconnues à l'intérieur du schéma. L'ensemble des informations à ce titre se trouve à la page 118. Également, dans ces pages-là, on a sur les rives littorales, les zones inondables, bien sûr, là, à l'intérieur du schéma, l'agglomération entend signifier qu'elle va poursuivre des travaux d'acquisition de connaissances sur les zones inondables, donc sur les côtes de crue en fonction du climat actuel et au fur et à mesure que ces études seront dévoilées, à analyser et à les intégrer à l'intérieur du schéma. On parle des rivières Lorette, bien sûr, pour la partie centre, Beauport, du Cap-Rouge, des Sept-Ponts et d'autres également tronçons. Donc, partie, bien sûr, importante du plan métropolitain d'aménagement et de développement à l'intérieur du schéma, l'agglomération de Québec, et on retrouve l'information à la carte 26 et principalement au document complémentaire qui est le volume 2. Une intégration des dispositions du premier RCI, donc du RCI de la communauté métropolitaine, le 2010-41, et de ses amendements, et également une référence directe au plus récent RCI. Donc, l'ensemble des dispositions vont être intégrées là, au schéma. On dénote également l'ajout en conformité au plan métropolitain d'aménagement et de développement de l'ajout des bassins versants du lac Bégon et du lac des Roches. Également, du côté de plusieurs améliorations là, et bonifications là, du schéma par rapport au premier projet sur la capacité d'assurer un approvisionnement en eau potable. Une cartographie beaucoup plus détaillée qu'on retrouve à la page 20, à la carte 26, pardon, des prises de captage d'eau souterrain et de surface. Donc, le gouvernement nous avait suggéré cette bonification-là. Bonification très importante suite aux consultations publiques, mais à l'avis gouvernemental. À la page 147, à la carte 33 notamment, on vient mettre à jour les normes relativement au bruit généré par le réseau routier et autoroutier supérieur, donc les routes provinciales et les autoroutes provinciales qui ont une vitesse maximale supérieure à 70 km/h. On vient bonifier les normes d'insonorisation, notamment intérieures à 40 dBA, et des nouvelles normes extérieures qui s'appliqueront uniquement pour les nouveaux quartiers de 55 dBA. Donc, un travail de bonification là-dessus. Comme on peut le voir, il s'agit d'un deuxième projet, d'un second projet qui a été bonifié. On rappelle un peu la démarche qui a été pour le moment là, unique au Québec. Donc, à la fois de tenir compte de l'avis des partenaires et du gouvernement du Québec, mais également de la population. Donc, c'est à l'intérieur de ce second projet, et ce second projet est encore une fois soumis à consultation publique, que ces principales modifications ont été faites au second projet. Donc, grosso modo, on voit ici le calendrier et l'échéancier global. On est rendu à l'adoption du second projet de schéma. Donc, et je le répète, c'est une adoption d'un projet pour soumission à consultation publique. Le projet n'a pas force de loi. C'est uniquement lors de l'adoption du projet final qui s'ensuit suite aux consultations publiques. Oui. Merci. Alors,
tout simplement pour vous rappeler que les citoyens seront invités à 2 séances d'information les 9 et 11 mai prochains et également pourront déposer leur inscription ou leur dépôt de mémoire le 7 juin en vue des assemblées publiques le 13, 15 et 16 juin, de façon à pouvoir se donner le temps d'entendre l'ensemble des citoyens qui voudront bien venir nous rencontrer pour déposer leurs commentaires. Donc, toute la documentation que vous avez en main ce matin est disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, autant le document principal, le document complémentaire, les 2 cahiers techniques. Et comment les citoyens pourront se faire entendre? En fait, il y aura la possibilité de déposer un mémoire, de le présenter et également de venir exprimer tout simplement son opinion verbalement lors des assemblées publiques de consultation. Cette fois-ci, ce sera une consultation publique officielle au sens de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ce sera important que les gens viennent se faire entendre au micro le soir ou au moment de leur invitation. Donc, évidemment, le site, on a maintenu le même site. Vous avez l'ensemble de l'information disponible pour les citoyens. Ça fait le tour de notre présentation. On céderait maintenant la parole. On inviterait nos 3 chercheurs de l'Université Laval à se joindre à nous. Parfait, merci. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Bonjour. Alors donc, nous allons vous présenter une comparaison de scénarios de développement résidentiel pour la région de Québec dans une perspective de développement durable. Alors, c'est moi qui vais commencer la présentation. Mes collègues poursuivront par la suite. Je vais passer rapidement sur le plan que vous avez à l'écran. C'est un plan classique. On n'a pas tant de temps que ça pour me concentrer sur le mandat que nous avons eu de la Ville. Alors, le mandat consistait à adapter un modèle d'équation structurale afin d'effectuer des simulations et de comparer des scénarios de développement résidentiel pour le territoire de Québec et pour la périphérie, en tenant compte des impacts économiques pour les ménages, de la motorisation et des émissions de gaz à effet de serre pour le transport des personnes. Il fallait faire ça dans une perspective de développement durable, c'est-à-dire en tenant compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux, et surtout de la viabilité de ces scénarios de développement résidentiel pour les ménages en termes de taux d'effort pour le logement et de taux d'effort pour le transport. Alors, le contexte, M. Trudel l'a présenté rapidement, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le contexte, c'est vraiment les perspectives démographiques et l'augmentation soutenue de la population prévue pour la période 2016 à 2036 et la demande résidentielle qui en découle. La demande résidentielle, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc elle se divise en 2 grandes catégories de résidences. Et ce qu'il faut retenir sur le graphique qui est à droite de l'écran actuellement, le plus à droite, c'est que le périmètre actuel d'urbanisation de la ville n'est pas suffisant pour répondre à la demande de maisons unifamiliales et de duplex prévues pour la période 2016 à 2036. Alors, le bâton qui est le plus à droite, c'est ce qui représente l'offre du périmètre d'urbanisation, et le plus à gauche, c'est le scénario prévu, le scénario de référence de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, puisque le périmètre d'urbanisation actuel n'est pas suffisant pour répondre à la demande de maisons unifamiliales et de logements prévus par l'augmentation de la population, le premier projet de schéma d'aménagement et développement de l'agglomération de Québec prévoit des agrandissements à son périmètre d'urbanisation dans la ville de Québec et dans la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, notamment dans la zone agricole. C'est ce que vous voyez, les secteurs jaunes qui sont encerclés en rouge sur l'écran actuellement. Donc, nous, étant donné ces différents éléments, donc la structure, l'ensemble de critères tenus pour établir des scénarios de développement résidentiel et considérant les impacts économiques et environnementaux, la question à laquelle on devait répondre dans le mandat, c'était quelles sont les localisations optimales des ménages pour favoriser le développement durable et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre objectif principal, c'était de comparer des scénarios de développement résidentiel
pour les agrandissements du périmètre d'urbanisation, notamment Bourg-Royal et Saint-Augustin, avec des scénarios de développement résidentiel pour la périphérie, mais de le faire dans une perspective de développement durable et en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre pour le transport des personnes. Et, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de l'effort des ménages pour assumer les coûts de logement et les coûts de transport. Donc, plus spécifiquement, on devait développer des scénarios de développement résidentiel et ensuite, à partir d'un modèle à équation structurale, on devait effectuer des simulations, évaluer des scénarios et surtout mesurer les différences entre ces scénarios, donc les comparer et ensuite être en mesure de les classer et d'énoncer des recommandations. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Marius qui va présenter la démarche. Donc, maintenant, je vais vous présenter la démarche d'analyse qui a été retenue et certains résultats saillants qui seront par la suite commentés par mon collègue. Donc, la procédure d'évaluation est relativement complexe, mais on peut la résumer finalement en 5 étapes. Une première étape consiste à regarder le territoire en fonction des données disponibles, le recensement, les enquêtes origine-destination, les rôles d'évaluation, les variations de prix immobiliers. Ça nous donne beaucoup de données qu'il faut synthétiser. Il existe des façons de synthétiser cette information-là en établissant des relations entre les différents domaines, les relations entre le coût du logement et le transport, relations entre le transport et les émissions de gaz à effet de serre, etc. On effectue ça au moyen d'un modèle d'équation structurale. Donc, je vous passe les détails au plan statistique. Ce n'est pas pertinent ici. Et par la suite, on spécifie des scénarios de développement, ceux de Bourg-Royal et de Saint-Augustin à l'intérieur de l'agglomération, mais aussi des comparables à l'extérieur de l'agglomération. On utilise le système d'équation structurale dans un simulateur pour simuler des milliers de réplicas des développements que l'on veut comparer en termes de budget des ménages, on le verra tout à l'heure en détail, et enfin, on compare ces scénarios-là en termes de développement durable. Donc, c'est les grandes étapes, et les éléments qu'on va comparer sont reliés au coût annuel direct, donc le coût du logement, le coût du transport, l'effort des ménages, c'est-à-dire la proportion de leur budget qu'ils consacrent au logement et au transport, la motorisation, les parts modales et les émissions de gaz à effet de serre. Pour avancer, OK. Donc, ce qu'on va utiliser finalement, c'est qu'on définit les scénarios en fonction des périmètres d'urbanisation actuels avec les projets d'extension qu'on vient de vous présenter dans l'agglomération de Québec, en utilisant les densités prévues dans la planification régionale à l'extérieur de l'agglomération, des périmètres nettoyés des contraintes de développement et surtout des densités résidentielles nettes. Évidemment, les développements prévus à l'intérieur de l'agglomération vont être d'une densité supérieure à ce qui est prévu à l'extérieur de l'agglomération parce que le coût du terrain étant plus élevé, c'est nécessaire pour arriver à une certaine rentabilité. Et on va établir les profils socio-économiques des clientèles. On va considérer les marchés immobiliers, le prix des maisons à Québec et en dehors de l'agglomération de Québec. Et on va faire une analyse séparée des secteurs Est, le secteur Bourg-Royal, qui correspond à une clientèle moins fortunée, et du secteur Ouest, à Saint-Augustin, où les revenus de la population sont généralement plus élevés. Un premier scénario, c'est le scénario Bourg-Royal. Voici les paramètres qui le définissent. C'est-à-dire, c'est un secteur qui serait développé en unifamilial, 50% de maisons arrangées, avec une densité de 40 logements à l'hectare, ce qui donne un potentiel de 6 509 logements, et qui est représenté sur la carte à côté en orange, l'orange le plus pâle. Pour ce scénario-là, nous allons le comparer, ça c'est ce qu'on appelle le secteur Est, avec des scénarios à l'extérieur de l'agglomération de Québec, où on a comme premier scénario, un scénario qu'on va appeler Bourg-Royal Bassin d'emploi, qui correspond grosso modo à des municipalités essentiellement de la MRC de Beaupré et de l'île d'Orléans, avec un petit secteur à Cap-Rouge. Ce bassin d'emploi-là, il tient compte des caractéristiques socio-démographiques des gens ayant des caractéristiques similaires à ceux qu'on compte attirer à Bourg-Royal. Donc, c'est les alternatives de Bourg-Royal si on tient compte du fait que la position, la localisation résidentielle dépend en bonne partie du lieu de travail. Nous avons aussi des scénarios un peu plus classiques, par exemple le scénario du secteur Est, où tous les développements seraient effectués dans la MRC de Beaupré et sur l'île d'Orléans. Notez que les noms des scénarios là, indiquent la dominante, donc c'est la dominante à l'est de Bourg-Royal ou de l'agglomération. Un deuxième scénario pour Bourg-Royal où une partie du développement s'effectue à l'est, la grande majorité s'effectue à l'est, mais il y en aurait un tout petit peu qui serait effectué également à Saint-Gabriel de Valcartier, donc au nord de l'agglomération. C'est pour ça qu'on l'appelle le scénario Est et Nord. Et nous avons un scénario qui est surtout au nord
et en partie à l'est, qui, lui, comme vous l'avez sans doute noté, est dans les bassins d'alimentation des sources d'eau potable. Donc, on peut présenter certaines contraintes, mais nous l'avons quand même étudié. J'ai passé ici vite. Le scénario Saint-Augustin, lui, correspond à de l'unifamilial, mais 50% détaché. Donc, un peu moindre densité, de l'ordre de grandeur de 26 logements à l'hectare, et représenté en ocre jaune sur la carte. Et vous avez sur les scénarios alternatifs en extérieur de l'agglomération, sont d'aller chercher des localités qui correspondent au même bassin d'emploi que le secteur Saint-Augustin. Ce serait surtout sur la rive sud à Lévis, mais il y aurait également des développements qui seraient réalisés à Neuville. Donc, c'est des alternatives de localisation, Saint-Augustin ou un peu plus loin. Nous avons également un scénario de développement à l'ouest et au sud. Ce serait principalement dans Port-Neuf, Neuville, Pont-Rouge, Donnacona, Cap-Santé et un peu à Lévis sur la rive sud. Scénario ouest et nord, c'est-à-dire qu'on développerait surtout dans Port-Neuf et c'est Saint-Gabriel, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au nord. Et dans le dernier scénario à droite, c'est le nord qu'on développe principalement et l'ouest. Donc, ce sont des situations suffisamment caractérisées pour nous donner des comparables alternatifs par rapport au secteur que nous désirons étudier. Là, je vous amène sur un diagramme un peu plus complexe pour vous expliquer comment le système d'interrelation fonctionne. Dans le rectangle gris, vous avez les principaux éléments que je vais appeler les éléments du système endogène, c'est-à-dire ça résume le fonctionnement d'une agglomération urbaine en termes économiques, en termes de choix de transport et en termes d'impact environnemental, du moins pour les émissions de gaz à effet de serre. Et la variable la plus importante dans ce système-là, la variable qui l'influence le plus, c'est le budget des ménages. Parce que toutes ces activités-là vont commander, bien sûr, des efforts de la part des ménages. Le budget des ménages a un impact, bien sûr, sur les efforts pour le logement, leur capacité de payer le logement, et sur leur effort pour le transport, leur capacité de payer le transport, et c'est le même budget. Donc, si on met plus pour le logement, on a moins pour le transport. Si on met plus pour le transport, on a moins pour le budget. Il y a une contrainte quelque part qui intervient. Et ces contraintes-là ont un impact sur les choix. Il y a des choix qui sont à long terme, des choix à plus court terme, choix de localisation, choix de motorisation, choix de mobilité quotidien. Et ce sont les choix de mobilité quotidien, de même que les taux d'effort pour le transport, c'est-à-dire les achats d'essence qu'on effectue, qui sont en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut absolument tenir compte du budget des ménages et tenir compte de leurs contraintes pour le choix résidentiel, l'abordabilité des logements et pour défrayer les coûts de transport. Mais toutes ces variables-là sont aussi influencées par ce que j'appelle les variables exogènes. La forme urbaine, l'offre de transport collectif, les prix de l'immobilier, la démographie, il y en a plein qui apparaissent sur le diagramme, les réseaux de transport, etc. Donc, notre modèle, ce qui intègre, c'est tout ça ensemble dans un système d'équations linéaires. Donc, je vous laisse imaginer la complexité du système, mais soit dit en passant, ça fonctionne. Donc, ce système, le SEM, ce qu'il fait, c'est une synthèse du fonctionnement de la région à une échelle géographique très détaillée qui va nous permettre de comparer des scénarios en termes de localisation. Et par la suite, de façon à utiliser ce système-là et comparer les scénarios, nous avons élaboré un simulateur pour évaluer les scénarios et comparer les 10 scénarios dans l'hypothèse où ils seraient développés actuellement, en 2016. Donc, on ne fait pas de projection dans un futur incertain. On dit, bon, on va comparer les nouveaux quartiers en utilisant ce qui se passe dans les quartiers actuels et on va vérifier dans quelle mesure est-ce que les développements prévus à chacun des endroits performent sur les différents critères économiques, sociaux, port modal, etc. Et les valeurs, le modèle avait été monté avec les valeurs de 2006 et certaines valeurs de 2011 du recensement qui ont été ajustées pour tenir compte de l'inflation. Donc, tout se passe en dollars de 2016 et avec les structures de 2016. Et on postule la persistance des technologies actuelles et une stabilité structurelle des marchés. Donc, on imagine que les marchés immobiliers ne feront pas comme à Vancouver une flambée des prix ou une rareté énorme à Toronto qui rendrait la Ville de Québec complètement différente de ce qu'elle est actuellement.
Les profils des clientèles et les prix des maisons sont différents dans les secteurs Est et Ouest. Et il y a des études de marché immobilier qui ont été effectuées pour nous permettre d'avoir des prix de vente réalistes à chacun des endroits. Ils varient d'un endroit à l'autre, bien sûr. On a regardé les marchés environnants. Chaque aspect des scénarios est défini avec des bornes inférieures, médianes et supérieures. Donc, on n'a pas fait une simulation déterministe, on a fait une simulation probabiliste et nous avons effectué 5000 variantes de scénarios, de chacun des scénarios, pour avoir la distribution de toutes les valeurs possibles de prix de l'immobilier, de part modale et de taux d'effort des ménages qui pouvaient en résulter. De façon à être capable de le faire, on a simulé, durant les 5000 simulations, les budgets des ménages, le coût du logement et le coût du transport dans tous les détails, c'est-à-dire les versements hypothécaires mensuels, les mises de fonds, les assurances, les taxes municipales, l'assurance de la SCHL, les coûts du chauffage, de l'énergie, les taxes municipales scolaires. Et on a pris compte de la même façon de tous ces éléments-là en termes de transport, le coût de l'automobile, le coût de l'entretien, le coût de l'essence. Quand vous allez plus loin, vous allez dépenser plus d'essence dans l'année, etc. Et on a évaluer les coûts et les pourcentages de revenus pour assumer ces coûts-là, et on a évalué le tout ici en termes de viabilité économique. Est-ce que les solutions auxquelles on arrive sont réalistes? La personne ou le ménage peut arriver à payer son logement. Donc, est-ce qu'il va être accepté à la banque, par exemple? Donc, on a tenu compte d'un certain nombre de critères de taux d'effort maximal pour le logement, maximal pour le logement et le transport combiné, et de taux d'endettement qui ont permis d'éliminer les quelques simulations qui n'étaient pas réalistes. Maintenant, je vous présente brièvement quelques résultats avant de passer la parole à mon collègue. Les résultats vous sont présentés. Vous avez ici les coûts des maisons tels qu'on les a entrés dans le simulateur et avec les 5000 variantes. Donc, le premier, dans le diagramme, là, le premier secteur complètement à l'ouest, c'est le secteur Beau-Royal. On voit que le coût des maisons dans le secteur Beau-Royal est un petit peu plus élevé pour le minimum que dans les secteurs périphériques, mais est quand même à peu près dans les mêmes fourchettes de prix. Donc, ce n'est pas une différence si fondamentale qu'on pourrait le penser. À Saint-Augustin, qui est le deuxième diagramme à droite, le premier représente le coût des maisons Saint-Augustin. Là, on a une nette différence par rapport aux secteurs voisins, mais comme ce sont des secteurs plus fortunés, on va le voir tout à l'heure quand on va regarder les taux d'effort, que les taux d'effort vont être moins forts parce que les gens ont plus de revenus pour assumer ces dépenses-là. Les petits rectangles représentent la distribution des valeurs les plus probables entre le premier quartile inférieur supérieur, la ligne dans le milieu, la médiane, puis les petites lignes représentent les maximums, minimums de l'ensemble des simulations. Je vous dis ça parce que par la suite, on arrive à vous présenter des résultats et on voit que si on regarde le taux d'effort pour le logement, tous les secteurs, y compris Beau-Royal, peuvent être qualifiés d'abordables. On est presque toujours dans des valeurs inférieures à 35 % du revenu pour couvrir les coûts de logement. Et là, on couvre tous les coûts de logement allant jusqu'à l'assurance résidentielle. Mais on voit que le secteur Beau-Royal, en règle générale, il est un peu plus cher que les alternatives à l'Est, où on voit dans le losange en rouge là, les prix des alternatives, mais pas de manière si marquée que ça. À Saint-Augustin, effectivement, le taux d'effort pour le logement est plus élevé, mais c'est un taux d'effort très faible. 25 % du revenu d'un ménage pour le logement, c'est tout à fait acceptable. Et bien sûr, si on va plus au nord ou plus à l'ouest, on va payer un peu moins cher. Mais on va voir tout à l'heure, quand on va regarder les coûts de transport, que là, l'image va changer. Voici ici la carte qu'on a dans la région pour ces taux d'effort pour le logement. Les résultats que je viens de vous présenter sont tout à fait compatibles avec ce qui est observé. Ça, c'est ce qui est observé. Tout à l'heure, c'était ce qui était simulé. Et on voit une structure spatiale qui se dégage où le coût du logement est plus cher au centre et devient de moins en moins cher au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans la périphérie. Et on voit que tant les secteurs Beau-Royal que le secteur Saint-Augustin sont dans des ordres de grandeur, de taux d'effort qui sont assez comparables à ce qu'on a un peu plus loin en périphérie. Un peu comparables. Ils sont un peu supérieurs, mais très comparables. Si on regarde le tout maintenant en termes de motorisation et de taux d'effort pour le transport, M. le maire parlait ce matin de la deuxième voiture. Bon, on la voit, la deuxième voiture. Les scénarios de Beau-Royal
et celui de Saint-Augustin implique une motorisation et des taux d'effort plus faibles. Et là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est ce que notre modèle nous amène parce que dans les quartiers voisins comparables, c'est ce qu'on observe. Donc, la localisation, dans ce cas-là, permet des économies en transport qui sont loin d'être marginales. On voit, par exemple, dans le diagramme de droite, taux d'effort pour le transport, que le secteur Beau-Royal est nettement moins cher que toutes les alternatives, à peu près la moitié moins cher. Donc, une économie considérable. On a payé un peu plus cher pour le logement, mais on économise sur le transport. Et comme l'expliquera mon collègue économiste tout à l'heure, le logement est en partie capitalisé, le transport est une dépense nette. Donc, en termes économiques à long terme, en termes de constitution de patrimoine, c'est un élément important à prendre en considération. Encore une fois, nous avons les cartes pour le confirmer et les résultats de nos simulations, je n'entrerai pas dans les détails, là, confirment, s'inscrivent très bien dans leur voisinage au niveau cartographique. Donc, on voit dans toute cette étude-là, la localisation est importante pour les budgets des ménages. Et si on regarde le taux d'effort total, on voit même, si on additionne le coût de transport, le taux d'effort pour le transport et le logement, que c'est le secteur Beau-Royal qui l'emporte sur les alternatives. Et du côté de Saint-Augustin, au plan économique, il performe presque aussi bien ou à peu près aussi bien que le secteur bassin d'emploi qui impliquait, on l'a vu tout à l'heure, le secteur de Lévis et un peu de développement dans Pont-Rouge. Pas Pont-Rouge, excusez, Neuville. Au plan environnemental, dernier résultat que je vous présente avant de passer ma parole à mon collègue qui commence à s'impatienter. Au plan environnemental, le secteur Beau-Royal est 2 fois moins polluant que toutes les alternatives. Donc, on réduit les émissions de gaz à effet de serre moyennes des ménages à 12 kg par jour par ménage, alors que dans les secteurs, ça je vous donne la médiane, là, mais ça varie entre 10 et 14 dans toutes nos simulations, alors qu'on ne peut pas même faire moins de 15 dans toutes les alternatives, et ça peut monter en médiane jusqu'à 23, 24 kg par ménage, donc 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Si on se rapprochait encore plus près du centre de l'agglomération, ce serait 4 fois moins. Donc, il y a une structure spatiale dans les émissions de gaz à effet de serre et développer près du centre, même pour de la résidence unifamiliale, va dans le sens du développement durable parce qu'on répond à la fois aux besoins sociétaux d'une façon qui est relativement plus efficace pour l'environnement que de faire de l'étalement urbain, pour utiliser le mot qui est consacré sur cet aspect-là. De la même façon, le secteur Saint-Augustin performe très bien en termes d'émissions de gaz à effet de serre, même un peu mieux ou à peu près équivalent au développement sur la rive sud à Lévis, dans la partie ouest de Lévis, à la tête des ponts. Alors que les scénarios au nord et à l'ouest de l'agglomération sont, eux, beaucoup moins favorables et entraînent des émissions de gaz à effet de serre assez semblables à celles qu'on a dans l'est de l'agglomération. Pourquoi? C'est une question de distance, de déplacement. C'est une question de motorisation. C'est une question de disponibilité de transport en commun. Il y a beaucoup de facteurs explicatifs qu'on pourrait détailler ici, qui sont inclus dans le modèle, qui viennent permettre de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pas parce que les gens qui habiteraient à Beau-Royal sont meilleurs que les autres. Moi, on est dans une situation où on pourrait avoir un comportement plus écologiquement responsable, tout simplement. Et il ne s'agit pas de forcer personne à habiter Beau-Royal, mais ce genre d'information pour inciter certains ménages à faire les choix appropriés, surtout s'ils comprennent qu'il y a des avantages économiques à être environnementaliste. La carte qui vient présenter. Je passe la parole à mon collègue. Merci. Alors, on arrive à la comparaison des différents scénarios. Le tableau que vous avez là, il y a 2 parties. La partie d'en haut, ça représente le scénario Beau-Royal et les scénarios alternatifs, bassin d'emploi, Est-Nord et Nord-Est. Et la partie du sud, c'est Saint-Augustin et avec ses scénarios alternatifs. Ici, on parle de critères économiques, parce qu'on est critères économiques, critères sociaux, critères environnementaux. Donc, on est dans les critères économiques, c'est-à-dire des coûts du logement et coût du transport et taux de motorisation.
pour que vous interprétiez facilement le graphique, là, tout ce qui est vert, plus c'est vert, mieux c'est, puis plus c'est rouge, moins c'est bon. C'est l'enfer et versus le paradis. C'est les feux de circulation. C'est ça. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des coûts, le coût du logement, bien, Beau-Royal est pas nécessairement le plus avantageux, mais il l'est au niveau des coûts de transport, il l'est très nettement, et également au niveau de la motorisation, qui est le nombre d'autos par 100 conducteurs. Par la suite, les autres scénarios alternatifs dans le secteur Est, bien, on peut voir qu'ils s'en tirent assez bien au niveau du coût du logement. C'est nettement moins bon pour Nord et Est. Mais quand on arrive dans les coûts de transport, bien là, on tombe dans le rouge et idem pour la motorisation. Pour ce qui est de la zone du secteur ouest, Saint-Augustin, là encore, on peut voir que Saint-Augustin est désavantagé au niveau du coût du logement et moins bon que son bassin d'emploi et encore moins que les autres scénarios alternatifs de l'Ouest. Mais quand on regarde le coût de transport, encore une fois, ce qui est tout à fait cohérent, Saint-Augustin l'emporte haut la main sur le reste, surtout sur les 3 derniers scénarios du bas. Les critères sociaux, c'est le taux d'effort pour le logement, en fonction du revenu disponible, le taux d'effort pour le transport et le taux d'effort global. Alors, peut-être nous concentrer sur le taux d'effort global. Ici, ce qu'on observe dans le secteur Est, c'est que le scénario le plus avantageux, encore une fois, c'est Beau-Royal. Donc, quand on additionne le taux d'effort pour le logement et le transport. Ensuite viennent les 3 scénarios, le bassin d'emploi, le secteur Est et le scénario Est et Nord, qui sont en fait équivalents. Et puis, très nettement, en désavantage, le scénario Nord et Est. Si on regarde du côté de Saint-Augustin, eh bien, au niveau du taux d'effort global, c'est pas aussi bon que son bassin d'emploi. On voit qu'il y a une concurrence assez forte dans le secteur ouest entre Saint-Augustin et son bassin d'emploi sur plusieurs éléments. C'est ça, surtout Lévis, donc la tête des ponts. Mais si on s'éloigne un peu, là, ben là, on tombe dans des scénarios qui sont moins avantageux. Et finalement, les critères environnementaux, alors là, c'est très, très, très net. Beau-Royal est de loin le plus avantageux avec la moitié des émissions de gaz à effet de serre de ce qu'on observe dans le reste de ce secteur. Et puis, quand on va à Saint-Augustin, bien, Saint-Augustin est très proche de le bassin de scénario du bassin d'emploi, un petit peu avantagé, alors que le reste est nettement défavorable ou carrément très, très mauvais. Et pour la part vous voyez que la part du conducteur, ça c'est important, la dernière colonne à droite, c'est la part modale en auto. Il y a très peu de différence d'un scénario à l'autre, qu'on soit à l'est, à l'ouest, c'est pas ça qui fait la différence. C'est une des principales conclusions de ce que l'on observe. Il y a peu de différence au niveau des parts modales. Ce qui fait la différence, c'est vraiment les distances parcourues et la motorisation qui va expliquer les différences de gaz à effet de serre. Les différences sont plus nettes dans le secteur de Beauport que dans le secteur de Saint-Augustin, où là, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre Saint-Augustin et Lévis, Tête des Ponts, c'est pas mal comparable. Par contre, Saint-Augustin surclasse au niveau des gaz à effet de serre. Alors, à partir de là, on peut faire un certain nombre de recommandations et il faut dire que toute cette étude et les recommandations qu'on fait sont à interpréter dans une perspective vraiment de développement durable. Tout est orienté vers cet aspect-là. C'est en complémentarité avec les politiques d'aménagement du territoire de l'agglomération de Québec. Alors, l'hypothèse aussi, comme l'a souligné Marius tout à l'heure, c'est que tous nos scénarios et leur interprétation est fondée sur l'idée que les choses vont continuer dans l'avenir en termes de type de développement, qu'on n'a pas quelque chose de complètement différent. Évidemment, il peut y avoir des modifications
dans les technologies qui vont avoir des impacts éventuellement majeurs. Mais ça, on parle de décennies, on est quand même très loin en avant, et on ne voulait pas se lancer dans un exercice de futurologie, là, parce que ça devient très difficile de prévoir tout ça. Donc, on fait l'hypothèse qu'on est en continuité. Alors, au niveau des recommandations, la première recommandation, c'est de privilégier les développements centraux de densité moyenne à forte. Donc, avec notamment l'unifamilial de type maison de ville, c'est une densité moyenne et ça permet, comme on le voit ici, de réduire les coûts et les nuisances liées aux grands ou longs déplacements qui sont les causes premières des émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les scénarios à privilégier? Bien, c'est assez clair. Ce qui ressort, c'est d'un côté Bourg-Royal unifamilial et Saint-Augustin unifamilial, mais qui est ex aequo à peu près avec le scénario du bassin d'emploi, qui sont donc très proches l'un de l'autre. Une deuxième recommandation tient compte du fait qu'on a à développer des choix de mobilité, donc qu'il faut aller vers des choix de mobilité, des alternatives de transport qui sont diversifiées dans les nouveaux développements et au voisinage des nouveaux développements pour permettre aux jeunes familles de répondre à leur demande et de combler leurs besoins, tout en leur permettant de réduire les coûts de transport de façon suffisante pour qu'ils puissent mettre un peu plus d'emphase sur le logement. Donc, la condition pour qu'ils puissent faire ça, c'est de leur offrir un transport, des alternatives de transport de qualité. Autrement, bien, ça va être très difficile de les attirer. Une troisième conclusion, c'est que on peut voir dans toute cette analyse-là l'importance, le fait que les décisions que prennent les ménages ont des implications sur le budget de logement et de transport combiné. Donc, il est très important dans toute cette planification de reconnaître cet élément-là. Et il y a un besoin à l'heure actuelle d'information à la fois du public et des agents économiques, je pense par exemple aux prêteurs hypothécaires, d'informer donc le public des enjeux réels à la fois budgétaires et environnementaux de leurs choix résidentiels qui se font toujours en lien avec leur choix de transport. Bon, quand on parle d'une seconde voiture, par exemple, il y a un coût direct associé à ça qui peut être de plusieurs milliers de dollars par année, 12 000 $ par année. Et si on coupe dans ce coût-là, bien, on peut le mettre ailleurs, notamment sur l'acquisition d'une résidence qui va coûter un peu plus cher. Mais là encore, c'est important de comprendre que ce qu'on met dans la résidence, c'est de l'actif, alors que ce qu'on met dans l'automobile, c'est une dépense. Donc, la capitalisation dans les valeurs foncières, c'est un avantage pour le ménage dans une perspective de long terme. Et c'est ce qu'il faut rendre plus évident par l'information qu'on peut véhiculer à partir d'études comme celle qu'on en a fait. Et donc, il y a deux grands aspects qui ressortent de cette étude-là. C'est qu'on doit adopter une perspective de long terme à l'échelle à la fois des ménages, en leur rendant plus évidents les coûts de leur choix, et que également au niveau de la collectivité, il est possible de réduire l'étalement urbain et de réduire les impacts nocifs qu'a l'étalement urbain en termes environnementaux. Donc, les deux vont... Et les coûts d'infrastructure également, pas uniquement environnemental, mais l'étalement urbain, c'est évidemment aussi beaucoup toute la question du maintien, de l'installation et du maintien des infrastructures. Donc, ça prend au niveau collectif et au niveau des ménages une prise de conscience qu'elle est déjà faite au niveau des collectivités. Mais au niveau des ménages, c'est pas souvent c'est pas évident que les gens font ces calculs-là. Ils n'ont pas leur calculatrice à la main. S'ils actualisaient tous les coûts d'une deuxième auto, par exemple, ils pourraient très vite se rendre compte qu'ils ont intérêt à changer leur mode de fonctionnement.
Alors, voilà, ça fait le tour de la question. Merci beaucoup. Je pense que ça met fin à la présentation. Merci à vous tous pour chacune des présentations. C'était fort intéressant. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Comme à l'habitude, je prendrai la liste de ceux et celles qui souhaitent intervenir. Je vous laisserai poser une première question et suite à la réponse reçue, si vous le souhaitez, vous pourrez poser une sous-question. Donc, quels sont ceux et celles qui souhaiteraient intervenir? Madame Guéret, allez-y. Merci. Alors, merci pour votre présentation. Si je comprends bien, là, c'est une étude qui touche exclusivement la demande de logement neuf. OK. Fait que on présuppose que l'ensemble de nos nouveaux ménages vont, d'ici de 2016 à 2036, emménageraient dans des constructions neuves. La méthode qui vous a été présentée est applicable à l'ensemble des logements. Donc, les grands principes que nous avons énoncés, plus on est près du centre, plus on va payer cher pour sa résidence et plus on peut économiser sur le transport, sont valides que le logement soit neuf ou usagé. Maintenant, le mandat qui nous a été confié, nous, était d'étudier des développements résidentiels neufs à Beau-Royal et de les comparer à des alternatives d'étalement urbain. Bien sûr, ce que nous avons fait pourrait aussi s'effectuer pour comparer tous les quartiers de la Ville de Québec et permettre, d'ailleurs, on le voit un peu sur les cartes, parce que les cartes qui vous sont présentées présentent ces mêmes chiffres-là pour l'ensemble des quartiers, et on voit notamment qu'en plan environnemental, les quartiers centraux de forte densité ont des émissions de gaz à effet de serre nettement moindres. Les taux d'effort, il faut faire attention cependant parce que c'est les données de Statistique Canada. Dans le cas de résidences usagées, s'il n'y a pas de transaction, l'amortissement peut être tel que le taux d'effort du ménage, si l'hypothèque est remboursée, va baisser. Donc là, quand on présente nos cartes, nous, c'est des cartes de Statistique Canada. Donc, ça veut dire que vous pourriez, par exemple, refaire ce genre d'études en considérant des secteurs qui pourraient répondre aux jeunes ménages à travers des projets de rénovation, de recyclage, de construction en fond de parcelles, d'ajout de tâches, de rénovation. Puis on pourrait arriver, par exemple, en conclusion, de dire, bien, on n'est pas obligé de tout consommer ces terres, autant à Saint-Augustin qu'à Beauport. On pourrait en prendre, mettons, la moitié ou une partie. En tout cas, disons que l'étude, on se rend compte, elle est très ciblée sur la consommation de logements neufs seulement. Je pense que ça serait intéressant éventuellement de faire un travail qui comprend le neuf et l'usager parce que ne pensez-vous pas que rénover, c'est aussi faire du développement durable? Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mais dans le cadre du plan de développement, on voit que les logements actuels ne répondent pas à la demande. Donc, il y a besoin d'étudier une alternative pour des logements neufs, ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner la rénovation domiciliaire. Tout à fait d'accord. Pourquoi ça ne répond pas aux demandes? Il n'y en a pas assez. Il va y avoir plus de... Est-ce que les gens vont accepter de vivre à 2 ménages par logement? Monsieur Desrosiers, vous avez un complément d'information? C'est-à-dire que la rénovation n'ajoute pas au stock de logement. Il améliore le stock de logement, mais il n'ajoute pas au stock de logement. Donc, si, d'après les prévisions qu'on utilise, qui sont assez conservatrices d'ailleurs, on a un déficit à combler, bien, la seule façon, c'est de le faire par l'ajout de nouveaux logements. Ça peut être de la construction neuve ou du recyclage, mais le recyclage, c'est de la construction neuve à toute fin pratique. Là, il faut voir quel est le potentiel de recyclage. Il y en a eu pas mal de recyclage d'usines industrielles, d'entrepôts depuis le début des années 80 à Québec. Donc, qu'est-ce qui reste comme potentiel? Mais c'est pas impossible. Ce que nous, on a ici, c'est un déficit entre l'offre et la demande. Puis il s'agit de savoir, et c'est la question qu'on nous pose, il s'agit de savoir où est-ce qu'on va combler ce déficit-là. Moi, peut-être en guise de complément d'information, le modèle et les besoins actuels tiennent compte de la densification anticipée, de la reconversion de logements potentiels. Donc, le besoin exprimé est déjà un besoin net qui tient déjà compte de ces efforts-là qui sont faits, qui sont consentis. Donc, on retrouve ces données-là de façon ventilée au cahier sur la demande
de logement, à la page 31 du cahier et à la page 36 du schéma. Donc, on voit de façon détaillée ce recyclage-là, cette reconversion-là. Et bien sûr, ce que tient compte l'étude, c'est aussi la capacité de payer. Il y a des capacités limites à reconvertir à l'intérieur du bâtiment existant. Mais pour répondre à votre question, ce n'est pas suffisant dans la perspective actuelle, uniquement la reconversion et la densification, selon les analyses qu'on en a faites. Donc, le besoin de construction de nouveaux logements au net est là et il est exprimé là. Merci beaucoup. Madame Lemieux, en complément, allez-y. Je pense que c'est quand même important d'insister sur ça parce qu'on l'a entendu en consultation, on entend souvent l'opposition aussi parler de ça. La page 31 est très importante dans ce petit cahier-là parce qu'effectivement, même si on reconvertit tous les terrains vacants présentement, si on les construit, si on prend, en fait, tous les bungalows existants aussi qui vont changer de main, qui vont être vendus à des plus jeunes, si on prend tout ça, on manque de place présentement pour accueillir ces jeunes familles-là. Et c'est ce qu'on fait. Et comme le disait monsieur le chercheur, on est très conservateur dans notre scénario présentement et on manque de place. Donc, c'est pour ça qu'on prétend qu'il va falloir agrandir un peu le périmètre d'urbanisation pour aller accueillir ces familles-là. Mais la page 31, puis j'invite Mme Guérette à la regarder, puis si on manque d'explications encore, d'approfondir, c'est très important. On a fait un inventaire complet de tous les terrains disponibles sur l'agglomération de Québec. Tous les terrains qui pouvaient être construits, les insertions, Mme Guérette parlait des insertions, c'est déjà comptabilisé là-dedans aussi. Malgré tout ça et malgré le changement de main de bungalow éventuellement, on va manquer de maisons pour les jeunes familles. Je pense que c'est important de le répéter. Oui. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres membres pour le moment qui souhaiteraient intervenir. Mme Guérette, est-ce que ça complétait? Vous avez d'autres questions? Allez-y. Allez-y. Dans cette demande-là, justement, là, les tableaux qui démontrent la demande résidentielle 2016-2036, j'ai vu à quelque part, là, on a tous reçu ces documents-là tantôt, là, mais dites-moi si je me trompe, que ça exclut tout ce qui a été construit entre 2013 et 2016. C'est quoi la date à laquelle on a arrêté? Par exemple, le phare ne serait pas compris dans les condos où il y a comme... je me trompe-tu? J'aimerais avoir cette précision. Si tout ce qui a été construit entre 2013 à 2016 fait partie des calculs ou est exclu dans la demande. Merci. On va vous répondre. Monsieur Trudel. On a fait une mise à jour en mars 2017. Ce qui était construit, terrain vacant. Donc, on présume là, donc les données là, de fin 2016 là, de ce qui a été construit. Là. Donc, effectivement, c'est des données qui sont à jour et remis à jour par rapport au premier projet, parce qu'effectivement, il y a de la construction, il y a des terrains reconvertis, il y en a d'autres qui ont été reconvertis, mais à d'autres usages que résidentiels qu'on avait anticipé pour du résidentiel. Donc, il y a une mise à jour en profondeur et également sur l'horizon de planification. Merci. Monsieur Normand, vous avez une question? Oui, merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup pour cette démonstration fort éloquente, à mon point de vue. Vous avez parlé de la rationalité des décisions des ménages. On sait que les ménages ne sont pas toujours rationnels dans les choix qu'ils font. On l'observe beaucoup actuellement sur le territoire. On sent et on observe dans nos données aussi qu'on a notamment à la communauté métropolitaine qu'il y a des ménages qui font des choix différents, qui continuent d'aller loin en périphérie, même à l'extérieur du périmètre urbain de la communauté métropolitaine et de celui de la Rive-Sud aussi. Est-ce que vous avez identifié d'autres variables qui influencent ces choix-là des ménages? Et qu'est-ce que vous nous recommanderiez de faire par rapport à de l'éducation, de la pédagogie, de l'information, par rapport à ces autres variables? D'abord, je ne dirais pas que les ménages prennent des décisions non rationnelles. Elles sont sans doute rationnelles, mais une rationalité qui est intrinsèque et pas nécessairement extrinsèque. Ce que je veux dire par là, leur rationalité n'est pas uniquement économique. Quelqu'un peut aimer la nature et aller s'établir, prendre un exemple, à Lac-Beauport, il n'y a rien d'irrationnel là-dedans. Cependant, je dirais que l'horizon de décision des ménages est trop souvent le court terme uniquement, et ils raisonnent en fonction de leurs besoins actuels sans nécessairement prendre en compte
leurs besoins futurs. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Je peux vous donner un certain nombre de causes. Il y a toute une littérature sur les choix résidentiels qui existent et ces causes-là sont identifiées, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a une notion socio-psychologique là-dedans qui est reliée aux attitudes. Et nous avons justement un projet de recherche qui vient tout juste d'être financé, que nous allons réaliser dans les prochaines années dans la région de Québec pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui sont à l'origine des choix résidentiels des ménages. Une équipe de recherche qui est dirigée par ma collègue Marie-Hélène Van der Smussen. Nous venons d'avoir l'excellente nouvelle que nous étions financés là-dessus. Et les motivations sont à rechercher aussi au niveau des attitudes. La manière dont les gens valorisent l'automobile, par exemple, versus le milieu de la maison. La manière dont les gens valorisent leur temps ou ne valorisent pas leur temps. Parce qu'on a parlé des aspects économiques, mais si ça vous coûte plus cher en transport, c'est probablement parce que vous passez plus de temps dans les transports et vous en avez moins pour votre famille. Donc, il y a aussi beaucoup d'aspects de la vie familiale qui sont à prendre en compte. Donc, c'est des décisions complexes, mais souvent pressées par les contraintes budgétaires, par le calcul lorsqu'on est dans le... J'ai déjà vécu ça personnellement, vous l'avez sans doute déjà vécu à la banque, où il faut négocier une hypothèque. Bon, on calcule le budget actuel, on ne calcule pas le budget dans 5 ans. Et c'est probablement, quand on parle de changement puis de sensibiliser les agents économiques, une des choses sur laquelle il y a lieu de travailler. Meilleure connaissance des motivations et du contexte. Il peut arriver que, pour une raison X, Y, Z, une personne, par exemple, a de la famille sur la côte de Beaupré, vous la convaincrez probablement pas de venir s'établir à Beau-Royal dans des conditions comme celle-là, parce qu'elle recherche la proximité de la famille. Donc, l'important, c'est d'avoir une offre suffisamment diversifiée pour que les gens qui veulent choisir un secteur comme Beau-Royal ou un secteur près du centre, une résidence unifamiliale près du centre de l'agglomération, ait l'opportunité de le faire à un coût abordable. Et un coût abordable, pour moi, ce n'est pas juste le coût du logement. C'est le coût global du projet qui doit être considéré. C'est ça que les gens, généralement, ne prennent pas en compte. Et dire que ce n'est pas rationnel, je n'irai pas jusque-là. Oui, si vous me permettez, je vais embarquer là-dessus parce que ça c'est très délicat. On ne peut pas prétendre qu'on possède la vérité. Et on ne peut pas se substituer au ménage pour décider ce qui est bon pour lui, là. Mais il reste qu'il y a une question d'information là-dedans. Bien des gens ne sont pas assez informés des coûts effectifs des actions qu'ils posent. Et nous, notre objectif ici est très humble, c'est d'améliorer cette information-là pour que les gens puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Comme dit Marius, les décisions sont souvent prises à court terme. On tombe en amour avec une maison où on a des couples d'amis qui sont installés là. Ça fait un facteur très important pour attirer les gens dans un endroit. Ça peut être drôle, ça peut être très bien là, au début, si on aime, par exemple, la nature, la proximité d'un plan d'eau, mais si on a des enfants, à un moment donné, ils sont jeunes, ils vont devenir ados. Et là, c'est moins drôle quand on a des ados, parce que là, on fait le taxi. Et là, les gens se rendent compte après qu'il y a un coût énorme à ça et qu'ils passent une partie importante de leur temps à faire le taxi. En attendant que les jeunes aient eux-mêmes leur voiture, puis même là, bien, ils vont se rapprocher des cégeps, des universités. Donc, il y a toute la proximité des services. Alors, il y a une partie de la solution qui repose sur une meilleure information. Il y a aussi une partie de la solution qui est dans le fait de convaincre. C'est peut-être plus dur, mais ça se fait. Les agents économiques, comme les prêteurs, que dans une perspective de développement durable, ils auraient peut-être intérêt à bonifier certaines offres en matière de crédit pour des gens qui s'installent dans des développements qui présentent les caractéristiques désirées. Bon, ça se fait, ça, ailleurs. Ça se fait aux États-Unis. Donc, ici, je ne crois pas que ça se fasse, mais il y a matière ici, il y a un jeu, là. On a une porte qui pourrait s'ouvrir pour aller dans ce sens-là. Et l'idée, c'est de mettre toutes les conditions favorables pour donner aux ménages un choix.
Et on sait que les gens de ménage avec enfants, ils vont préférer l'unifamilial, pas le bungalow typique. De toute façon, on en voit de moins en moins. Tous les développements sont plus densifiés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Mais offrir des solutions, des alternatives avec des services, par exemple, de parcs banalisés qui peuvent servir à plusieurs résidents plutôt qu'à un seul. Ça existe en Europe, alors on me demande, on n'est pas là, mais probablement qu'on va devoir aller de plus en plus dans cette direction-là. Merci. Avez-vous une sous-question, M. Normand? C'est bon. Mme Guérette? Oui, je regarde justement à la page 31. Si on regarde le potentiel total maison et duplex, bon, on a les lotissements, les reconversions, les densifications par insertion. On arrive avec à l'intérieur du périmètre actuel, on arrive avec un potentiel de 9 120. C'est ça? Oui. Et puis la demande, selon le scénario de référence, on a vu dans le passé des scénarios de référence qui se sont toujours avérés, quand on les a regardés par la suite, plus optimistes là, que ce que la réalité a donné. Mais bon, c'est quand même un scénario de référence. Il nous manque 1022 maisons et duplex. Je regarde juste les terres des Sœurs de la Charité. On dit qu'on peut faire 6 509 logements et maisons arrangées. Donc, on en donne plus que ce qu'on en a besoin, en fait? Oui, tout à fait. Monsieur Trudel, allez-y. Tout à fait. Donc, bien sûr, puis quand on planifie puis qu'on a des potentiels de logements comme ça, à l'intérieur du PEMAD, au sujet de la planification, on peut avoir une offre de 2 terrains pour un logement ou 2 disponibilités pour un ménage anticipé. Parce que quand on est en planification comme ça, au fur et à mesure qu'on acquiert de la connaissance sur le terrain, le territoire, il y a des pourcentages et des parties du potentiel qui s'avèrent pas existants. Donc, pour être capable de répondre à cette demande-là, et cette demande-là, actuellement, sur le scénario de référence, c'est une demande où on perpétue puis on continue un étalement urbain. Donc, juste pour ça, bien, effectivement, il faut pouvoir offrir et offrir ces terrains-là, parce que sinon, on ne peut pas juste miser sur ce potentiel-là. C'est un potentiel où, justement, c'est quand on fait la planification, il faut offrir 2 terrains pour un ménage. Donc, en ce sens, on est en deçà de ce ratio-là. Merci. En complément, Mme Lemieux? Peut-être à la page 34 aussi, on voit justement le ratio qui est demandé par le PEMAD là, présentement, demande résidentielle de l'agglomération de Québec selon les 3 scénarios d'accueil du périmètre d'urbanisation. Puis on voit, en fait, il faut que ce soit en bas de 2 si mon souvenir est bon, M. Trudel. Donc, avec les scénarios qui sont sur la table présentement, on répond à ce que le PEMAD avait prévu aussi dans son plan à l'origine. Donc, peut-être préciser, là, M. Trudel, par rapport à ça, c'est bien ça, page 34. Oui, tout à fait. Et pour compléter et appuyer les réponses qui viennent d'être données, je veux souligner 2 points. Premièrement, les disponibilités actuelles sont très souvent situées en périphérie assez éloignée de l'agglomération, donc ne répondront pas aux critères de développement durable dont je parlais. Et je voudrais souligner aussi le coût de ne pas offrir d'alternatives en termes de développement résidentiel, en prenant l'exemple de Toronto. Pourquoi les prix ont-ils tellement augmenté à Toronto? Parce qu'on a raréfié l'offre d'un produit sur le marché et son prix va monter de 30, 40, 50 %. Donc, à ce moment-là, en raréfiant l'offre, ce que la Ville de Québec fait, c'est qu'elle place une pancarte interdit de construire des résidences unifamiliales sur mon territoire, puisque les prix des unifamiliales vont aller en montant. Si vous diminuez la proportion, et ça, mon collègue économique peut vous expliquer pourquoi. Nous avons étudié les marchés immobiliers depuis 25 ans à Québec, donc nous connaissons très bien les mécanismes. Vous raréfiez l'offre d'un type de produit et son prix va augmenter. C'est ce qui s'est produit dans le marché du condo, par exemple. Au moment où on en a mis sur le marché, il y en avait très peu, et donc le prix du condo a monté très rapidement pour ensuite se stabiliser et revenir à des proportions plus raisonnables. Monsieur Trudel, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
C'est bon, Monsieur Desrosiers? Je voudrais juste compléter là-dessus. Je suis bien content que Marius a soulevé cette analogie. C'est pas une identité, là, mais c'est une analogie avec le marché de Toronto. Moi, je suis là-dedans par-dessus les oreilles depuis des mois. Toute cette problématique-là de Vancouver, de Toronto, puis éventuellement de Montréal, que je vais pouvoir étudier parce qu'en plus de la subvention qu'on a, moi, j'en ai eu une autre pour étudier le marché des prix à Montréal pour les 5 prochaines années. Alors, c'est une problématique qui est, évidemment, à Québec, on n'en est pas au cas de Toronto, là, mais la problématique est sensiblement la même. Et je trouve intéressant cet exercice qui prend les devants pour justement pallier à un manque d'offres d'un produit qui est en demande dans des secteurs plus centraux. Évidemment, le cas des prix ailleurs au Canada, à Toronto, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent, dont un peu de spéculation, d'investissement étranger. Mais à mon avis, un des éléments qui, de toute façon, garantit que les prix vont monter, c'est la rareté de terrain disponible pour le type de produit qui est en demande, qui est de l'unifamilial, de la part des jeunes ménages. Les condos, il y en a eu beaucoup à Toronto. Les prix montent quand même, mais beaucoup moins que les unifamiliales. Le problème, c'est vraiment les unifamiliales parce qu'ils ont, comme à Londres, une ceinture verte et ils commencent à penser à peut-être dézoner une partie pour pouvoir soulager le marché. Merci, Mme Guérin. À Londres également. J'ai 2 autres questions. Pour ce qui est des condos, appartements et condos, si on regarde toujours à la page 31, le potentiel total dans le périmètre actuel est de 26 000. La demande va être de 18 000. Donc, on va se retrouver avec un surplus de 8 000 appartements et condos. Est-ce que je me trompe? En fait, c'est un potentiel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être construits. Oui, c'est un potentiel. C'est un potentiel. Okay. Exactement. Par la suite, il y a des acteurs économiques qui vont faire que le potentiel va s'exprimer ou pas à cet endroit-là. Mais ce qui est prévisible, c'est un potentiel. Puis on vient d'expliquer pourquoi le potentiel doit être supérieur à la demande anticipée. Puis si j'ai bien compris, dans le fond, tantôt, dans vos réponses, c'est que vous dites que si on ne veut pas alimenter la spéculation puis augmenter les prix de façon exagérée, bien, on en prévoit 6 fois plus à peu près. On passe de 1 000 à 6 500, puis ça, je compte juste les Terres des Sœurs de la Charité, je ne compte pas Saint-Augustin. Donc, pas 6 fois plus, mais j'ai pas regardé, je ne sais pas il y a combien de potentiel. Mais en tout cas, on en prévoit peut-être une dizaine de fois plus, là. Mais je voudrais juste, ma dernière question, c'est par rapport maison et duplex. Bon, c'est sûr que si on se limite à maison et duplex, comme on sait que les jeunes, il y a une demande pour ça, mais on regarde par exemple dans Limoilou où il y a beaucoup de triplex et de quadruplex qui sont énormément prisés aussi par les jeunes familles. C'est en grande demande dans Limoilou en ce moment. Il y a un milieu de vie très prisé par la jeunesse. Donc, encore là, c'est passer de maison et duplex à triplex, quadruplex. Ça serait-tu une idée de densifier un petit peu plus? Parce que je ne sais pas, moi, je regarde ça vite, puis je me dis, mon Dieu, il me semble qu'on prévoit un genre de développement comme on faisait. Je veux dire, il y a 20 ans, là, on peut-tu explorer d'autres genres de construction, être un peu plus créatif pour offrir aux jeunes tout ce dont ils ont besoin, mais dans une densité un petit peu plus que la maison puis le duplex, comme on la connaît depuis toujours. Merci. Madame Trudel. Madame Loiseau, pardon, va vous répondre. Je voudrais revenir d'abord sur le 1000 logements là, que vous avez multiplié par 6 ou par 10 tout à l'heure, en disant vous en créez plus, 6 fois plus ou 10 fois plus. En fait, il faut comprendre que c'est pas le déficit de 1000 logements qui nous préoccupe, c'est l'ensemble de la demande. Et il faut répondre à un potentiel global, non seulement sur le 1000 de déficit, mais sur les 9 000, 10 000 dont on aura besoin. Donc, c'est faux de dire qu'on multiplie par 6 ou par 10 le potentiel parce qu'on est en déficit de 1000. On n'est pas en déficit de 1000. On a un besoin d'augmenter notre potentiel pour s'assurer d'un marché équilibré. Puis ça,
M. Thériault, M. Desrosiers l'ont bien expliqué tout à l'heure. Là. Ça nous prend un marché en équilibre, sinon on va créer une rareté artificielle et ça va faire en sorte que le coût de la maison à Québec va coûter encore beaucoup, beaucoup plus cher. Et là, on va accentuer le phénomène d'étalement urbain. Je laisserai M. Trudel répondre sur votre autre aspect sur la densité des bâtiments. Oui, sur la densité, ce qui est simulé et il y a une chose qui est prévue actuellement à l'intérieur du schéma, c'est une densité minimale de 32 logements à l'hectare. Ce qui se fait actuellement en banlieue puis qui a servi de simulation, on est à 18 logements à l'hectare. Donc, on est déjà plus du double, tout en maintenant des unités qui, on pense, peuvent être attractives pour des jeunes familles. Donc, accès à une cour, avoir un stationnement, être propriétaire, être relativement bien localisé. Et grosso modo, là, les études qu'on a faites sur le territoire de la Ville de Québec, on peut monter jusqu'à peu près 40 logements par hectare. Après ça, on décroche, là, puis on est dans des plus grands ensembles. Donc, ça n'exclut pas des formes qui pourraient un triplex, un quadruplex, un propriétaire occupant. Ça n'exclut pas du tout, mais c'est quand même un défi. Puis, on a vu là, les 11 critères qui sont proposés pour faire ces nouveaux quartiers-là. Donc, c'est un défi aussi d'offrir une plus forte densité, mais qui soit acceptable puis agréable pour les ménages. Mais si on fait abstraction des typologies puis qu'on regarde la densité, c'est un enjeu puis un défi qu'on a là-dessus. Oui. On va laisser M. terminer. Allez-y. Mme Guérin. Juste la dernière petite question. Dans Limoilou, c'est quoi la densité de logements à l'hectare? Dans le vieux Limoilou, on est à peu près à une centaine de logements à l'hectare, un peu moins que ça, mais on est alentour de ça. On pourrait regarder les profils, puis on pourrait sortir statistiquement le nombre de jeunes familles par rapport à la population totale et le produit qui est recherché par rapport au secteur étudié. Je suis pas mal convaincu qu'on n'arriverait pas aux profils qui sont similaires. Fait qu'il va falloir faire attention là-dessus. On va pouvoir comparer, notamment avec les données du recensement 2016, puis sortir des portraits d'un quartier à l'autre. Et c'est pas non plus parce qu'il y a un engouement ou une perception d'engouement pour des relativement jeunes ménages ou qui intègrent des logements que ça devient tout à fait un produit familial. Merci. D'autres questions pour l'équipe de Mme Loiseau? Non, dans ce cas, il ne reste plus qu'à vous remercier. Laissez Mme Lemieux faire une conclusion. Oui, peut-être vous remercier énormément pour tout ce travail. Je sais à quel point ça a été exigeant, autant du côté des chercheurs que du côté de l'équipe aussi de l'aménagement. Il y a des gens en arrière aussi qui sont venus en appui. Donc, peut-être vous dire que cette étude-là, qui a été commandée par la Ville, est quand même unique. On est chanceux, on est privilégiés d'avoir accès à ces données-là. Il y a même eu une publication qui a été faite en Angleterre, je pense, hein, sur cette méthodologie qui est assez avant-gardiste. Je remercie aussi les membres de la commission d'aménagement. Il y a M. Normand qui siège avec moi, Steve Verrette et Jérémy Arnould, et les membres aussi des villes de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin qui ont participé à tous ces travaux depuis un an. Puis maintenant, on attend les gens pour la consultation qui aura lieu, les consultations qui auront lieu dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous tous. Une belle fin de journée.